Du coup, pour ce nouveau format, je vais accueillir Thomas Vilco, Stéphanie Gantou, Jean-Paul Brett et Guillaume Iblé, les uns après les autres, comme tout à l'heure. Et on va commencer tout de suite avec Thomas, qui va nous parler de... Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Thomas Vilco, responsable recrutement du groupe Casino, qui a écrit un livre justement sur la rencontre différente et comment recruter autrement aujourd'hui, le recrutement responsable. C'est ça. Donc tu vas nous présenter un petit peu tout ça, introduire ce débat, et après on aura donc les expériences menées à la fois par Pôle emploi les uns les autres. Ok, Thomas, c'est à toi, 5 minutes. Très bien. La tâche est redoutable, on enchaîne une deuxième série d'intervenants et on est toujours sur la phase de la digestion, donc ça s'annonce difficile. Alors, je ne vais pas vous parler d'outils, je ne vais pas vous parler de choses compliquées et coûteuses, et les quelques slides, vous allez voir, sont d'une simplicité assez remarquable. Et d'ailleurs, elles ont été suggérées par des candidats. Parce qu'on parle aujourd'hui d'expérience candidat, et c'est bien de donner la parole à nos candidats, même si c'est difficile de les emmener avec nous aujourd'hui. Tu peux appuyer sur le bon bouton. Attention, ça repart. Ouais, juste sur la petite flèche. Non, c'est toujours pas le bon bouton. Alors attends. On va y arriver. On a du mal à se rencontrer avec les diapos. Déjà. Attends, qu'est-ce qui se passe Oui, voilà, c'est bon. Hop là. Merci. Juste sur la petite flèche à droite là. Quand on parle de rencontre, déjà on parle d'une chose, on parle d'une relation. C'est un peu comme la rencontre amoureuse, qui est à la fois, on l'espère, proche, équilibrée et confiante. Et aujourd'hui, on est réunis pour RMS Conf, et si Jean-Christophe est d'accord, on va garder le R, mais on va l'appeler rencontre. Aujourd'hui, cette rencontre, on peut se dire, il n'y a rien de plus simple, et pourtant. Voilà ce que les candidats m'ont suggéré. J'aurais proposé plusieurs images, et m'ont suggéré ces deux images. La première, vous la connaissez, I Want You. On a un recruteur qui est plutôt sergent-recruteur, qui manque d'empathie, et qui est plutôt en train de hurler, comme l'entreprise parfois est en train de hurler, d'essayer de prendre la parole plus fort que les autres. Donc ça, c'est la première image. La seconde, c'est que le recruteur a perdu de vue petit à petit son métier. Lorsque nous recrutons, alors on recrute de moins en moins actuellement du fait de la conjoncture, on veut de moins en moins se tromper. Et le recruteur a petit à petit confondu son métier avec celui de risk manager. C'est le mouton à 5 pattes. Nous ne sommes pas sortis du syndrome Dolly, du clonage. Et quelque part, de nombreux recruteurs continuent à chercher des candidats parfaits, donc si vous le permettez, parfaitement introuvables. Voilà le recruteur vu par le candidat. C'est la fameuse publicité orangina rouge. Pourquoi est-il si méchant? Parce que le recruteur a mis en place un certain nombre de filtres, de barrières, qui vont du test des dominos, en rajoutant ensuite une sélection avec un outil de scoring automatique des CV, qui décide si oui ou non vous allez venir en entretien. Et puis on rajoute différents tests, du plus inadapté au plus disproportionné. Je discutais avec un candidat qui a encore vécu il y a quelques jours le test, votre bateau fait naufrage, il faut choisir 10 objets parmi une liste de 30, vous êtes 8 autour de la table, décidez-vous. Voilà. Et c'est suivi dans ce process de recrutement par 5 entretiens individuels, et nous parlons d'un jeune cadre. Voilà. Donc attention aux moyens qu'on a pu mettre en œuvre. Il faut en revenir à l'esprit premier du recrutement, qui est la rencontre. Alors une fois qu'on a posé ça, il faut déjà se rappeler une chose, et c'est comme ça que je souhaitais introduire cette série d'interventions. Derrière chaque recruteur se cache un ancien candidat ou un futur candidat, parce qu'on changera de métier, on changera d'entreprise. C'est mathématique, c'est vrai dans 100% des cas, et on a parfois oublié d'où on venait. Derrière le mot rencontre, il y a des choses simples. J'en citerai 5. La première, c'est déjà de repenser, de revisiter toutes les interfaces, on en a vu beaucoup aujourd'hui, que vous avez avec vos candidats. Et de faire un état des lieux. Est-ce qu'on peut postuler simplement dans mon entreprise? Le deuxième point, c'est quand vous imaginez des choses. Ce matin, il y a eu des très bonnes interventions sur des boutons pour postuler à partir des réseaux sociaux directement. C'est de le faire avec vos candidats. Je n'ai pas entendu, tiens, on a réuni des candidats, on leur a demandé quelle était leur expérience, leur parcours, ce qui leur faisait perdre du temps, leur en faisait gagner. Partons du souhait de nos candidats. Le troisième point, c'est de faire un parallèle entre le parcours candidat et le parcours client. Ça paraît très simple. Alors moi, je suis peut-être aidé parce que je suis un ancien directeur de supermarché, donc j'ai accueilli des clients et j'accueille aujourd'hui des candidats, à peu près 10 000 par an avec mes équipes.
Derrière cette rencontre candidat qui est un client, il y a des outils simples à mettre en place. Je vous en propose un qui n'est pas coûteux, c'est de mesurer la satisfaction de vos candidats qui viennent vous voir. Ça ne coûte pas cher, c'est des choses très simples à mettre en œuvre. Et c'est important parce que derrière chaque candidat, il y a un client de votre marque ou de vos produits. Il y a quelques candidats qui postulent au hasard, c'est assez rare. Le recruteur a une tâche essentielle, c'est de faire que le lien affectif qui existe entre votre entreprise, vos services, votre marque, perdure, voire même s'amplifie à l'issue du process de recrutement. Alors on va aborder les intervenants suivants vont aborder plein d'outils, de façons de fonctionner. On peut être très innovant en la matière. Je citerai 2 points qui ne seront pas abordés. Refonder un petit peu le pacte école-entreprise. Comment on va à la rencontre de ces candidats, pas en posant un stand, en distribuant des flyers, mais comment on s'investit dans la pédagogie des différentes écoles et universités, c'en est un. Le deuxième, c'est par exemple, comment peut-on amener l'emploi là où aujourd'hui on ne parle plus d'emploi. Et je prends une initiative qu'on a menée récemment au sein du groupe Casino. On a participé au Café CV chez l'habitant, c'est-à-dire qu'on est allé dans des quartiers de la politique de la ville où les jeunes ne passent plus la porte de Pôle emploi, ne passent plus la porte des missions locales, et on est allé chez l'habitant rencontrer des jeunes, et on en a recruté 10 sur l'alternance. Et je sais que les intervenants vont ensuite parler du CV citoyen et également de la MRS. Voilà. Merci Thomas. Tu peux rester, tu peux rester là. Et donc, j'appelle Stéphanie Gantou, responsable unité de réalisation des exercices MRS, la méthode de recrutement par simulation de Pôle emploi. Pôle emploi se digitalise de plus en plus et on est ravis d'avoir Stéphanie avec nous aujourd'hui. Allez-y. Bonjour. Alors, on a parlé beaucoup aujourd'hui de CV. Et là, moi, je vais passer la porte vers une autre direction pour justement se rencontrer autrement et créer une méthode de recrutement innovante. Alors, je vais vous raconter la petite histoire. Donc, ça se passe il y a pratiquement 20 ans, en 95, c'est la NPE à l'époque. Et dans le bassin de Niort, il y a une grosse problématique. Il y a une forte crise et il y a énormément de personnes dans l'industrie qui se retrouvent sans emploi. Et quand on regarde leur CV, à l'époque, on était très attachés à ça, on ne sait pas tellement quoi faire de ce qu'il y a noté dans leur CV ou de ce qu'ils sont. Et puis, deux personnes qui étaient agents de la NPE à l'époque se sont dit bon, faut aller peut-être un petit peu plus loin, réfléchir, se tourner vers les réflexions qui avaient lieu à l'époque au Canada, qui étaient très innovantes il y a 20 ans, et partir de cette philosophie-là. Donc, ils se sont dit, on va regarder qui sont ces personnes à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fonction des formations qu'ils ont pu faire, des expériences professionnelles qu'ils ont faites, ils ont acquis certaines choses. Et en fonction aussi des activités extra-professionnelles aussi. D'accord ? Donc, ils sont partis des compétences acquises et développées de façon intrinsèque, de façon empirique. Et donc, ils sont partis des habiletés. Habileté, ça vient d'ailleurs du mot anglais ability. Donc, il ne faut pas confondre avec habileté. Voilà. Alors, donc, la méthode de recrutement par simulation, MRS, donc c'est une méthode qui appartient aujourd'hui à Pôle emploi, d'accord, qui est développée par Pôle emploi, qui est protégée et qui est mise en œuvre par des plateformes sur la France entière et dom-tom. À droite, vous aviez dit ? Sinon, c'est bon, je fais. Alors, c'est une méthode de recrutement complète et innovante qui va partir de mise en situation concrète. Donc, on va évaluer des candidats en fonction en les mettant dans un processus de simulation et évaluer par analogie. C'est-à-dire, petit exemple, on recrute énormément en ce moment pour Airbus des monteurs, ajusteurs en aéronautique. Bien évidemment, on ne va pas leur mettre les candidats sur le poste de travail près d'un Airbus et leur faire démonter un avion. D'accord ? Donc on va partir de l'analogie. À partir de quelle réflexion on peut faire émerger, puisqu'on est là pour faire émerger des habiletés, des compétences. On n'est pas là pour mettre en difficulté les candidats. Nous, on veut savoir s'ils ont les compétences nécessaires à la prise de poste. D'accord ? Donc, voilà.
C'est une méthode objective et efficace, hein, donc centrée sur les exigences du poste de travail. On va, en amont, observer les postes. On nous dit, on veut une secrétaire, on veut un ouvrier, on veut un soudeur, soit. Mais en quoi ça consiste pour l'entreprise X ou pour l'entreprise Y? C'est différent d'une entreprise à l'autre, c'est pas les mêmes exigences et ça va pas être les mêmes habiletés ou alors pas la même pondération des habiletés. Pour une entreprise, le poids va être plus fort sur agir dans une relation de service, par exemple, ou sur faire face, communiquer, travailler avec dextérité, etc. D'accord ? C'est une méthode qui est co-construite avec les entreprises. Elles doivent adhérer à cette méthode puisque c'est un processus complet. On propose ensuite les exercices pour évaluer toutes ces compétences et habiletés, mais l'entreprise va nous ouvrir les portes en amont, je vous ai dit, pour les observations de poste, et ensuite participer avec des animateurs de Pôle emploi à des informations collectives. L'entreprise est présente. Elle, avant d'inviter les candidats à la séance de recrutement, l'entreprise est présente, explique le poste, explique l'entreprise, explique les conditions parfois difficiles de ce travail et peut-être participer à l'ouverture d'ateliers, par exemple pour la découpe de viande. La MRS avait ses limites. On ne peut pas évaluer l'odeur, la vue du sang, etc. Donc du coup, l'entreprise doit aussi, avec nous, être dans le processus et nous accompagner pour que ça soit réalisable. Ensuite, c'est une méthode qui est ouverte à tous et non discriminatoire. Effectivement, elle est sans CV. Ça permet quoi? Alors, ça permet d'élargir le sourcing des entreprises. Parfois, l'employeur recherche par exemple un chaudronnier, et il s'avère que lors de l'analyse de poste ou les habiletés, les activités nécessaires à ce poste, il n'y a pas forcément besoin du CAP de chaudronnier. Voilà. Donc on va lever des freins et pousser l'entreprise à évaluer autrement la représentation de son poste et le candidat qui pourrait du coup être en situation de travail. Donc, c'est non discriminatoire aussi parce que donc, ces personnes qui vont passer les sessions d'évaluation n'ont pas forcément les diplômes, la formation, l'expérience professionnelle, mais sont en capacité d'intégrer ce poste de travail. Donc, l'entreprise, au final, les conséquences, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a moins de turnover suite au recrutement via MRS, parce que le candidat a prouvé sa motivation lors de l'information collective au début, lors de la session d'évaluation, ensuite il y a l'entretien de motivation, on propose 2 candidats pour un poste, c'est à l'entreprise de faire son choix suite à l'entretien de motivation, mais donc le candidat est rentré dans un processus complet de recrutement, il adhère aussi déontologiquement au principe de l'entreprise. Et lorsqu'il est recruté, on s'aperçoit que l'intégration au poste est donc plus optimale. C'est non discriminatoire aussi, puisque parfois, on peut s'apercevoir que des employeurs auraient souhaité, pour des milieux d'ouvriers, des hommes, ou pour des piqueurs en maroquinerie, des femmes, et finalement ont été évalués positivement le sexe opposé lors des sessions d'évaluation. Donc voilà un petit peu tout ce que... Je suis désolé, mais on peut... Voilà. Terminer. Voilà, donc effectivement, les limites de la méthode, il faut qu'il y ait plusieurs habiletés. Il y a des postes qui sont assez pauvres en habiletés, par exemple ramasseur de salade, c'est des choses qu'on nous avait demandé, on n'y est pas allé parce que ça ne mobilise pas des habiletés nécessaires. On va mettre de filtres supplémentaires, on est bien d'accord. Et effectivement, quand les conditions et contextes de travail sont trop forts, par exemple travailler dans le froid ou des conditions physiques, et quand les connaissances techniques sont trop fortes, bien évidemment. On va recruter des agents du service hospitalier, mais tout ce qui est de domaine du docteur, médecin, etc., les connaissances techniques sont trop fortes, donc la MRS aura ses limites. Voilà un petit peu les représentations lors d'une session d'évaluation. Les candidats donc travaillent sur des supports et sont évalués sur des tâches et sur du faire. Voilà. Merci Stéphanie. Alors, j'accueille maintenant Jean-Paul Brett, qui est responsable de Hudson, mais également, surtout
surtout au Syntec. Bonjour à tous. En fait, là, je parle en tant que président de Syntec Conseil en recrutement pour vous présenter une initiative de Syntec Conseil en recrutement qui s'appelle le CV citoyen et qui en réalité est une autre... C'est pas un CV de plus, hein, il y en a déjà beaucoup. C'est une autre façon d'aborder le processus de recrutement. Notre parti pris, il était assez simple. C'est le suivant et je le lis. Tout engagement au-delà de l'expérience professionnelle génère des compétences qui méritent d'être prises en compte dans les processus de recrutement. On a tout un tas d'exemples autour de nous d'un jeune qui, dans une association de quartier, fait du soutien scolaire, anime un groupe de bénévoles. Il développe des compétences et il se prépare peut-être à occuper ainsi un poste de chef de projet en entreprise. Une maman salariée, donc mère de famille, présidente d'une association de parents d'élèves dans son école, elle va développer des compétences, la prise de parole en public, la gestion de budget, etc., qui peut lui être utile dans sa vie professionnelle. Un cadre, tout en travaillant, il peut participer à un think tank, sortir un dossier sur une problématique sociétale et ainsi développer, compléter ses compétences en matière de réflexion stratégique, par exemple. Donc, tout ceci traduit bien qu'on développe des compétences en dehors de la sphère professionnelle. Or, paradoxalement, on en parle très peu. On en parle très peu parce que tout le monde a un petit peu peur. C'est pas évident de parler, d'avoir fait son tour du monde, et on voit beaucoup de jeunes qui, après 3-4 ans d'expérience professionnelle, vont faire le tour du monde pendant 1 an. Comment arriver à en parler sans que ça soit perçu comme un désengagement professionnel? Oh bon non, il est allé faire le tour du monde, celui-ci, c'est pas un type qui a envie de bosser, quoi. C'est ce genre d'a priori contre lesquels il faut lutter quotidiennement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes ces expériences extra-professionnelles sont insuffisamment valorisées par les recruteurs, mais aussi très peu mises en avant par les candidats. Ils ne savent pas faire. Or, on juge que c'est très important, et puis c'est d'autant plus paradoxal que le consensus social, finalement, il va défavoriser les gens qui, à un moment ou un autre de leur vie, vont s'engager plus dans des activités bénévoles. C'est vraiment étonnant dans un monde comme celui d'aujourd'hui qui est à la recherche d'un sens, qui est pris de justice, de tout un tas de choses. Ça semble quand même relativement curieux. Or, demain, l'entreprise, et Thomas ne contredira pas, elle aura vraiment besoin de valoriser toutes les compétences de ses collaborateurs. Ça sera vraiment indispensable, et en particulier les compétences collectives, les compétences de solidarité dans des environnements professionnels où le hiérarchique laisse place quand même à des modes de fonctionnement en projet ou en matriciel. Alors, c'est un petit peu fort de ces constats qu'il y a déjà 3 ans, parce que le temps passe vite, Syntec Conseil en recrutement, une association qui s'appelle l'Odyssée, a créé un groupe de travail qui est rapidement devenu un groupe de projet avec la participation de la NDRH. L'idée, c'était de comment valoriser toutes ces compétences acquises dans la sphère extra-professionnelle. Alors, 3 ans plus tard, Syntec, donc l'Odyssée, la NDRH, des associations, des entreprises ont travaillé ensemble et on a créé 2 livrables. Le premier, c'est le manifeste du CV citoyen qui traduit un engagement de la part des entreprises à aller vers cette voie. Et le second, c'est le mode d'emploi. Parce qu'en fait, personne ne sait parler des compétences acquises dans la sphère extra-professionnelle. Le recruteur, il ne sait pas poser les questions, aller chercher les informations, mais également le candidat, il ne sait pas du tout les mettre en avant. Donc, aussi bien le manifeste du CV citoyen que le mode d'emploi du CV citoyen sont disponibles sur le site Syntec comme sur le site d'Odyssée. Et concrètement, c'est quoi un CV citoyen? Ça n'a rien d'extraordinaire, c'est un CV normal, si ce n'est qu'on met au même niveau les activités professionnelles que les activités professionnelles, extra-professionnelles que professionnelles, en les exprimant par compétences. Donc je vais prendre un exemple qui sera le plus simple. Je suis président de Syntec Conseil en recrutement, c'est une activité bénévole, ça fait bientôt plus de 3 ans et demi. Je vais dire, qu'est-ce que c'est d'être président de Syntec à côté de... je suis de Sonne également. Président de Syntec, j'ai des missions, j'ai des résultats.
Et puis j'ai des compétences développées. Le fait de parler devant un public à peu près 2 fois par semaine maintenant depuis quelques années, chose que je ne faisais pas avant. Et on a tous ainsi des compétences à mettre en avant. Et à travers cela, la volonté que l'on a eue, c'est de cesser d'opposer humanisation et industrialisation, qui sont très souvent opposés aujourd'hui. On dit tout ce qui a été industrialisé déshumanise. Non, en fait, industrialisation et humanisation doivent être complémentaires, l'un étant au service de l'autre, l'objectif étant d'arriver à cette rencontre qu'évoquait Thomas pour tirer le meilleur parti d'un candidat que l'on a face à soi en entretien et que celui-ci puisse bien sûr tirer le meilleur parti de ce qu'il a pu faire dans la vie professionnelle, mais également extra-professionnelle. Voilà. Merci Jean-Paul. Alors, et on va terminer cet échange à 4 avec Guillaume Iblet, Imagine People, qui va nous parler de sa solution. Tiens, le petit zappet, c'est là. Hein. Bonjour à tous. Alors, ce que je vous propose, avant de commencer, c'est 3 petites images juste pour planter le décor. Traditionnellement, un entretien de recrutement, c'était ça. C'était un candidat qui rencontrait son futur manager ou une RH dans une salle d'entretien. Aujourd'hui, l'entretien peut prendre cette forme-là. C'est-à-dire que le candidat est loin, il est dans une autre région, il est dans un autre pays, ou c'est le RH qui est dans une autre région, ou c'est le manager qui, dans le cadre d'organisations transverses, peut être éloigné physiquement ou géographiquement du candidat. Et donc, comment rentrer en relation avec ces candidats, puisque c'est le sujet, à distance ? Alors, qu'est-ce qui change ? En fait, rien, parce que l'objectif, il est toujours le même. C'est qu'à un moment ou à un autre, un manager, serre la main de son futur collaborateur et se dise « Ok, on va travailler ensemble, on s'est mis d'accord sur un contrat, sur un projet, bienvenue ». Alors qu'il se fasse par un écran ou physiquement, évidemment, il y a des règles à respecter. Et puis, c'est un peu ce témoignage-là que je vais vous apporter. Puisqu'il y a cela 3 ans, on a développé notre propre plateforme de visio-recrutement dans le cadre d'un projet très particulier, un client nous avait mandaté pour chasser à l'international des profils assez haut niveau, des hauts potentiels, partout en Europe. Et donc on s'est essayé aux outils grand public, type Skype par exemple, que vous avez tous utilisé. Et c'est là où on a commencé vraiment à galérer. Parce que demander à un dirigeant de nous donner son pseudo sur Skype, il n'en a pas toujours. Lui apprendre à télécharger une application, il ne peut pas toujours le faire sur son PC. Il faut s'attendre en ligne, rentrer en relation avec le candidat, et tout ça fait que ça dénaturait un peu la relation. Et donc on a développé un outil qu'on a voulu le plus simple possible, justement pour inviter un candidat en entretien et se mettre, au plus près d'un entretien en face à face, même si ce n'est pas un entretien en face à face. Alors, les règles, je dirais un peu qu'aujourd'hui, voilà, c'est une quinzaine de grands comptes aujourd'hui qui utilisent cette plateforme qui s'appelle Visio for People, qui est donc une plateforme d'entretien en temps réel. C'est-à-dire, on n'est pas dans un recrutement asynchrone, comme on a pu voir ce matin avec le témoignage du CERN. Même si on propose ces fonctionnalités-là, on est vraiment dans une logique de se rencontrer et se donner envie de se voir physiquement. C'est-à-dire que l'objectif reste la rencontre physique dans une salle à un moment ou à un autre. On n'est pas dans une dématérialisation totale de l'entretien. Alors justement, les règles à respecter, c'est les mêmes que pour un entretien face à face, physique, c'est facile. C'est se préparer. C'est préparer son matériel, donc ça c'est plus inhérent au mode de rencontre, mais c'est aussi se préparer par rapport au CV du candidat, examiner son parcours professionnel, ses parcours extra-professionnels, enfin tout ce qui va permettre d'aller détecter le langage du corps du candidat, toute la communication non verbale qu'on n'a pas dans un entretien téléphonique, par exemple. Et donc transformer, ce CV en un candidat intéressant et intéressé. Ce qui nécessite aussi d'être plus synthétique dans un entretien en visio que dans un entretien en face à face. En général, nous, on parle de 40-45 minutes maximum. C'est-à-dire aussi une écoute active, peut-être plus active que dans un entretien physique. Après, c'est quelques conseils aussi à donner au candidat avant son entretien en visio, de se préparer, de préparer son CV, de s'habiller. Voilà, c'est des choses bêtes, mais aussi pour le recruteur, parce qu'il y a aussi de la pédagogie autour du recruteur, c'est de donner les objectifs de l'entretien, une introduction, une présentation, puis donner la main au candidat, présenter le poste, et puis ne pas oublier de conclure et donner une suite à l'entretien.
Voilà. Donc, après, je pense que l'idée, c'était d'ouvrir aussi le débat voilà, par rapport à ça. Donc aujourd'hui, nous, on a 2 activités. Hein, Imagine People, on est cabinet de recrutement, mais on propose aussi cette application en mode locatif. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on fait à peu près 3500 visios par an, donc on commence à avoir un retour d'expérience assez important depuis 3 ans. C'est pas, j'allais dire, l'objectif, ce n'est pas de se substituer à l'entretien physique, mais c'est quand il est difficile de se voir ou de se rencontrer pour des raisons géographiques ou même d'agenda, parce que c'est en temps compliqué, voilà, même traverser Paris, ça peut prendre 1h30, et en temps de grève, n'en parlons pas. Et la visio permet de se voir rapidement. Voilà. Merci Guillaume. Garde-le. Je te prends la zapette. Alors tu disais ça, mais moi je pense aussi forcément à la personne qui est en poste, pour qui ça peut aussi être plus facile éventuellement que de prendre une demi-journée ou une journée pour venir voir un employeur. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles... En moyenne, nos clients, là, on a fait un retour là-dessus, ça a réduit leur processus de recrutement de 15 jours. Voilà, donc... Ok, alors la séance de questions est ouverte. Si vous avez des questions à poser à nos 4 intervenants, sur les 4 expériences, les 4 témoignages qui viennent d'être partagés. Voilà, c'est le moment où il faut que j'en trouve une moi de mon côté rapidement. Non, il n'y a pas de questions du tout. Ok. Mais alors moi je vais revenir justement sur on disait ce matin, une question qui a été posée à Michel Guy-Bergeret du CERN, c'est quelle est l'expérience candidat? C'est un peu le thème principal de l'événement aujourd'hui. Il était trop tôt aujourd'hui parce que c'est quelque chose d'assez nouveau, les asynchrones. Là, toi, tu es sur quelque chose, ça fait 3 ans maintenant, et c'est moins peut-être différent parce que finalement, on est derrière un écran, certes, mais on a quand même la personne en face au moment où on échange avec elle. Est-ce que tu as des retours candidats pour les entreprises qui expérimentent, qui utilisent concrètement aujourd'hui ta solution? Je pense que de toute façon, le sens de la marche, ça va vers ce genre d'outils. C'est-à-dire que vous regardez le déploiement de Skype sur les téléphones, les ordinateurs. Enfin, j'allais dire, moi, ce qui m'avait frappé, c'était mon père qui, j'allais dire, invitait ses petits-enfants à l'autre bout de la planète à des entretiens par visio. Je lui ai juste montré, puis assez naturellement, il l'a fait. Donc, finalement, je pense que le marché des candidats, il est sûrement plus près que nous, recruteurs. Et la plus grosse résistance, elle est plutôt côté recruteur ou manager que côté candidat. Enfin, proposer à un candidat de gagner 1 heure de sa vie en transport en commun, j'en connais peu qui disent non. Et l'autre chose, c'est que ça permet de faire des belles rencontres. Et ça, clairement, un CV qui n'est pas le mouton à 5 pattes et qu'on hésite à convoquer un entretien qui est à l'autre bout de la France, lui faire prendre un train et faire venir un entretien, on hésite, alors que la visio, vous envoyez une invitation, le candidat se connecte chez lui, vous êtes au bureau et voilà. Et on fait des belles rencontres grâce à ça. Et finalement, ça laisse peut-être plus de chance à certains candidats qui, par rapport à un prérequis d'un manager, n'est pas complètement dans la plaque. Donc oui, je pense que côté candidat, on a une fois un candidat qui nous a dit non, moi je préfère venir dans vos bureaux pour venir vous voir. Une fois. Combien d'entretiens alors ont été réalisés Nous, on en fait 3500 par an. Voilà. Wow, d'accord. Ok. Et est-ce que pour vous 4, est-ce que c'est complémentaire? Est-ce qu'on pourrait imaginer commencer par de la MRS, poursuivre avec un entretien visio, terminer, et tout ça sur la base d'un CV citoyen, et finir avec en face de Thomas en entretien? C'est quelque chose d'envisageable? C'est la partie la plus douloureuse de l'expérience de faire un entretien. Je crois qu'on parle d'expérience candidat. Là, on répond aussi à une attente des candidats qui sont parfois répartis sur plusieurs territoires à l'échelle européenne ou mondiale. Et c'est une réponse aussi à une attente candidat de ne pas se déplacer, de faire 8 heures de trajet pour se déplacer pour 45 minutes d'entretien, parfois vite fait, mal fait. Surtout plusieurs fois. Voilà, surtout plusieurs fois. Donc ça part d'une bonne démarche. Le point important, c'est que quel que soit l'outil, l'expérience candidat, c'est une expérience au sens expérientiel. Ça sollicite les différents sens, la vue, le toucher, effectivement tout ce qu'on connaît, et il faut être attentif à ça, parce que c'est une expérience qui marque. On n'a pas fait le sondage tout à l'heure, mais si on demande qui se souvient des entretiens de recrutement qu'il a vécu, je pense qu'on a un certain nombre de mains qui se lèvent, et ensuite, si on pose la question qui a fait son choix à poste à peu près équivalent par rapport aux entretiens qu'il a vécu, là, statistiquement, on a 6 ou 7 mains sur 10 qui se lèvent aussi. Donc c'est ça qui est important au final. Ok, alors une question. Merci.
bonjour, j'avais une question pour Thomas. Je voulais savoir, dans les échanges avec les étudiants, avec les candidats par rapport donc à l'expérience, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment sorti, auquel vous n'y attendiez pas du tout? Et est-ce qu'il y a des choses qui ont été changées par la suite dans le processus de recrutement? Je regarde l'œil de Jean-Christophe parce que je sais qu'il va me dire on a 15 secondes. C'est le gardien du temps, c'est une tâche redoutable. Juste, ce qui a changé, c'est que moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est que je réponds, c'est-à-dire que je suis là avec vous, mais je réponds à des candidats. Il y a des candidatures spontanées pour des jobs d'été, pour n'importe quel poste. Et lorsque je réponds aux candidats, j'ai un retour de mail qui me dit « Monsieur, merci, vous êtes le premier à me répondre depuis 5, 10, 15, 20 candidatures. » Ou alors, j'ai reçu que des mails automatiques de réponse. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le candidat... Aujourd'hui, il y a une sorte de complexe un peu de supériorité parce qu'on se dit la conjoncture est en notre faveur. On croit qu'il y a effectivement plus de candidats que de postes à pourvoir. Alors moi, j'ai une malchance, c'est que je travaille dans des métiers qui ne sont pas attractifs. J'ai jamais vu un enfant se dire « demain, je veux être directeur de supermarché ». Si jamais vous en trouvez, vous me l'amenez, on essaiera de faire affaire ensemble. Et on a déjà beaucoup de métiers où on n'a pas les candidats qualifiés dont on a besoin en face. Donc ça force à se pencher sur la rencontre un petit peu plus tôt et un petit peu différemment. Donc on est très attentif à ça, au pas qu'on va faire avec le candidat supplémentaire. Voilà, un peu en plus. Une autre question? Non? Pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez, alors peut-être les uns les autres, expérimenté certaines choses. Est-ce que Jean-Paul, avec le CV citoyen, est-ce qu'il y a une anecdote intéressante d'expérience qui était particulièrement difficile à traduire sous forme de compétences? Non, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait des expériences qui soient difficiles à traduire. Ce qui est difficile pour nous, et je suis content de pouvoir en parler aujourd'hui, c'est justement cette initiative, on l'a sortie au moment où les entreprises recrutent peu, donc ça facilite pas énormément les choses. On a besoin de pouvoir en parler le plus possible, en fait, et surtout de bien faire comprendre que, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un CV de plus, c'est enrichir l'entretien et l'expérience candidat. Et faisant partie plutôt des gens confirmés ici, j'ai des enfants qui sont prêts à sortir sur le marché du travail. Il faut bien voir que pour toute personne, un entretien de recrutement, c'est une expérience unique. C'est unique comme expérience. Alors pour nous, les recruteurs, c'est totalement banalisé et on doit en permanence se dire que non, c'est pour la personne qu'on a en face de soi, c'est quelque chose d'unique. Et notre rôle, c'est de toute façon, c'est de chercher en permanence le meilleur chez le candidat. Cette idée du sergent-chef recruteur, elle est dépassée depuis très très longtemps. Moi, ce que je dis à chaque fois que j'interviens dans des écoles, auprès d'associations, de groupes de recherche, je leur dis, notre rêve fondamentalement, quand on va dans la salle d'attente, c'est que vous soyez le bon candidat. On demande que ça. On irait plus vite. Je n'ose pas dire ça, on gagnerait plus d'argent, parce qu'économiquement, ça serait plus intéressant pour nous. Donc on est vraiment dans cette posture. Donc pour cela, ça veut dire qu'on doit bien avoir également, être bien formé, mais également que les candidats sachent bien mettre en valeur un certain nombre de choses. Les jeunes font énormément de choses, mais ils vont les citer sans avoir creusé. Qu'est-ce que j'ai développé comme compétence en faisant cela? Et à partir du moment où ils se mettent dans ce mode de pensée, de toute façon, par la suite, ils exprimeront toujours leurs expériences, leurs missions en nouvelles compétences acquises. Est-ce qu'il y a un accompagnement, alors, côté candidat, pour justement valoriser ces activités extra-professionnelles sous forme de compétences, et côté recruteur, chez Hudson et ailleurs, comment sont formés les recruteurs? Alors, les candidats et recruteurs. C'est pour ça que je disais qu'il y avait un mode d'emploi. Bien évidemment, donc il est téléchargeable gratuitement, n'hésitez pas à le télécharger pour voir ce que c'est, pour voir comment ça se présente. Et puis au niveau des candidats, c'est à nous de faire notre travail à chaque fois qu'on les voit en disant tiens, vous pourriez mettre en avant cette expérience extra-professionnelle. Je suis frappé de voir des jeunes qui reviennent d'un tour du monde, des personnes qui reviennent d'une ONG. J'ai fait une parenthèse professionnelle pour aller travailler dans une ONG pendant 2-3 ans. Mais ils ont appris énormément de choses.
Et ils sont complètement perdus. À Lyon, il y a une école qui s'occupe de la formation pour Et alors les le ONG. consultant en recrutement ou le recruteur... Alors le consultant en recrutement, il doit également être formé. Ouais. Et ça, c'est vrai que on n'a pas un kit de formation. C'est plus un état d'esprit. C'est une curiosité. C'est une envie un petit peu, en effet, de sortir des sentiers battus et puis de cocher anglais, machin, truc, etc. pour aller voir derrière un petit peu ce qui se passe. Hein. Et donc, à travers cela, en effet, c'est un petit peu secoué cette façon de travailler qui est assez contrainte par des problèmes de temps, de pénurie de candidats, de business et ainsi de suite. Et je pense qu'un recruteur, au moins en cabinet de recrutement, mais je pense que ça pourrait être la même chose dans une entreprise, il doit de toute façon toujours présenter des challengers à son client. Bon, bien sûr, il y a le profil type, puis il y a les autres. Et assez souvent, on se rend compte, assez souvent, grâce à Dieu, il arrive que les autres, ce soient ceux-là qui soient recrutés. C'est même excitant pour le recruteur de le faire, ça. Ouais. Et Stéphanie, alors la MRS, côté candidat, comment c'est vécu par les candidats qui se voient proposer cette méthode? Ça les valorise parce que 80% des recrutements qu'on fait avec cette méthode sont pour des personnes qui n'ont pas de niveau de qualification ou qui n'ont vraiment pas eu de formation. Et c'est la première fois qu'ils réussissent quelque chose. Donc du coup, ils sont valorisés et ils arrivent dans l'entreprise, au sein de l'entreprise, avec une image d'eux déjà beaucoup plus positive et du coup qui permet d'avoir un regard sur eux et sur l'entreprise qui est plus intéressant. Donc on a vraiment des très bons retours et ils ne pensaient pas être capables, être en capacité. Ils ne pensaient pas avoir développé ces compétences, parce que nous aussi, on est sur, bien évidemment, la recherche de tout ce qui a été développé en activité extra-professionnelle. Ils ne pensaient pas, parce qu'aujourd'hui, je crois que le travail de Pôle emploi, plus globalement, c'est aussi ça, c'est faire émerger, même sur un CV, nous, c'est recrutement sans CV, mais plus globalement, c'est faire émerger des compétences dans un CV, même pour des métiers basiques, on va dire, ou plus dans l'industrie. Voilà. Est-ce qu'ils sont accueillis dans l'entreprise qui utilisent cette méthode? Parce que les photos qu'on a vues, elles sont prises sur site dans l'entreprise? Non, les évaluations sont sur nos plateformes. Elles sont accueillies dans les entreprises quand je disais qu'en amont des sessions d'évaluation, c'est-à-dire ils décident ou pas d'aller faire cette session d'évaluation, on les accueille parfois en entreprise qui viennent observer les conditions particulières. J'expliquais par exemple sur des ateliers de découpe de viande ou des choses comme ça. D'accord ? Parce qu'effectivement, dans les métiers de l'industrie, ce n'est pas des métiers vendeurs. On a les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, quand ils sont en phase de reconversion, n'iraient pas vers ce genre de métier. Ce n'est pas des métiers très connus, par exemple aussi. Et donc du coup, les accueillir en amont leur permet de leur faire découvrir des métiers qu'ils ne connaissaient pas et peut-être assez séduisants et qui pourraient leur plaire. Donc ça, c'est une plus-value intéressante aussi. Alors on voyait ce matin avec le CERN que le CERN s'autorisait à rencontrer des candidats qu'ils n'auraient pas rencontrés s'ils avaient dû les faire venir. Est-ce que toi, parmi tes clients, tu as aussi des entreprises qui justement ouvrent un peu le spectre et le scope des profils à qui ils proposent une visio? Alors oui, notamment des entreprises qui n'ont pas le choix parce qu'elles recrutent sur des bassins internationaux. Par exemple le Club Med. Clairement, ils recrutent partout dans l'international, ils ne peuvent pas se déplacer pour voir tous leurs candidats, et donc ils ont quelque part pas le choix. Et après, effectivement, pour un jeune diplômé, par exemple, pour certains, on a des clients dans la distribution qui recrutent des gens qui vont commencer leur carrière en magasin. Ils n'ont pas un passé qui fait que sur le CV, on peut les évaluer tout de suite et dire, lui, tout de suite, je peux le mettre en magasin. Non, ça passe par un entretien et j'allais dire un savoir-être qu'il faut évaluer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et alors Thomas, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce que tu proposes aux candidats à la fin d'un entretien? Je sais qu'il y a un questionnaire d'évaluation. Oui, on s'est mis ça en place il y a 2 ans avec l'équipe, parce qu'on ne l'a pas dit, mais l'expérience candidat elle est portée par une équipe, les chargés de recrutement, et si vous avez les meilleurs outils du monde, les meilleures démarches du monde, mais qu'elle n'est pas portée et cooptée par l'équipe, ça ne fonctionne pas. C'est quelque chose de tout bête, et ta question sur la formation était très pertinente. On a mis en place quelque chose de très simple. Pour les candidats qui sont reçus en entretien, on leur remet donc un questionnaire, qui est anonyme, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas l'envoyer par mail, parce que sinon on va récupérer des éléments d'adresse. Ils remettent ce questionnaire, non pas au recruteur, ce serait un peu facile, mais ils le remettent tout simplement dans une urne, que je vous dis des choses pas coûteuses et simples. Et l'année dernière, on a recueilli comme ça 1500 questionnaires,
Donc ça commence déjà à faire un certain nombre. On demande des choses très simples avant l'entretien, pendant l'entretien. Donc est-ce que j'ai été reçu à l'heure ? Parfois on est surpris des réponses qu'on peut avoir sur cet item-là. Est-ce que j'ai pu m'exprimer sur mes compétences ? Est-ce que j'ai eu des réponses à mes questions très précises sur le poste ? Et surtout à la fin, parce qu'on n'est pas dans une démarche uniquement humaniste, est-ce que l'expérience que j'ai vécue, elle était plus qualitative que dans d'autres process de recrutement, au même niveau, ou moins qualitative ? Et une partie importante à laquelle on tient beaucoup, est-ce que le candidat a des propositions à nous faire pour améliorer notre process de recrutement ? Alors ça, c'est une partie. Donc on a eu ça fait 2 ans maintenant que c'est en place. Et le deuxième point, c'est que tous les ans, on prend un temps pour rencontrer une vingtaine de candidats, qui sont des demandeurs d'emploi, plutôt pour être juste, et qu'on ne choisit pas. Ce sont des partenaires qui les choisissent pour nous. Et pendant 3 heures, je viens avec 2 chargés de recrutement et on répond à toutes leurs questions. On liste les questions en début de point et ensuite, on répond à toutes leurs questions. C'est un peu une journée porte ouverte sur le recrutement, comment ça se passe, qui sont les recruteurs. Finalement, c'est pas forcément, ils ne font pas partie des 10 criminels les plus recherchés. Ils sont aussi là, attentifs, c'est des êtres humains. Et c'est intéressant, on y tient. C'est la 3e année qu'on le fait et on continue et on accélère. Comment sont analysés les résultats de ce questionnaire que vous proposez aux candidats à la sortie des entretiens? Ils sont analysés par toute l'équipe ensemble? Ils sont partagés par l'équipe. Alors c'est important parce qu'en recrutement, si vous recrutez au quotidien, vous savez qu'on sait toujours quand ça se passe mal. C'est-à-dire qu'un candidat était mal reçu, il écrit au patron de l'entreprise, qui écrit au DRH et ça redescend en pluie fine. Et je trouvais ça profondément injuste. Donc je trouve bien qu'on partage les réussites. Et quand on voit effectivement ces questionnaires, on se rend compte qu'on a 95, 96%, on a un taux de satisfaction de 89% de nos candidats. Et ils sont 2/3 à trouver que c'était plus qualitatif que dans une expérience de recrutement comparable. Voilà. Et on partage ça avec l'équipe, c'est un facteur de motivation et ça évite de s'attarder sur les trains qui arrivent en retard. Surtout, c'est intéressant. C'est clair, une question, s'il vous plaît. Très bien, très bien. Une question pour Monsieur Ibled. Est-ce que vous pensez que si on intègre la solution vidéo dans un espace de rencontre entre candidats et entreprises, ça ne permettrait pas de faire émerger de nouveaux formats de recrutement, comme les forums en ligne, au détriment des forums physiques ou enfin les forums classiques qu'on a l'habitude de voir? Je pense pas, voilà, parce que aujourd'hui, il n'y a plus de contraintes technologiques à utiliser, par exemple la visio. Tous les PC sortent avec une webcam, ou quasi. Une webcam, ça coûte 9 €. Le haut débit permet de se voir rapidement. Donc, au contraire, je pense que l'entretien par visio développe peut-être plus la chance que les modes d'entretien traditionnels. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question entièrement, mais en tout cas, nous, on a réussi à présenter des candidats à nos clients qui ne nous auraient pas accepté qu'on leur présente. C'est-à-dire que sur le CV, ça aurait été non. Voilà. Ok. Une question, Laurent, vas-y. Un micro juste pour Laurent, juste devant là. Ça va être la dernière question pour ce format. Te loupe pas sur la question, Laurent, du coup. Je vais essayer. Écoutez, ma question est assez simple. En fait, on parle de se rencontrer autrement. Se rencontrer, ça implique d'avoir réussi à se rencontrer. Je me suis planté. Bon, ça implique d'arriver à être en contact avec le recruteur quand on est candidat. On voit qu'il y a un très grand décalage entre l'offre d'emploi en France et les candidats qui se recherchent. Donc, tout le monde se cherche mutuellement, mais on ne se trouve pas tout le temps. Il y a une question que je me pose depuis pas mal d'années, au travers de différentes expériences professionnelles, au travers de pas mal de missions menées avec des clients. Je vais vous la poser. Est-ce que vous pensez que l'arrivée de nouveaux acteurs de type site de recrutement, site de rencontre de recrutement, sites qui font de la géolocalisation, de la prise en compte de tests de personnalité, enfin plein de choses qui font qu'on essaye d'anticiper cette rencontre pour essayer de faire rencontrer les candidats et les recruteurs. Donc il y a plein d'acteurs innovants, c'est donc il y a un besoin, il y a un manque. Est-ce que vous pensez que c'est une aubaine et est-ce que vous pensez que ça peut vous aider de diversifier vos sources de recrutement pour justement mieux préparer en amont cette rencontre? Merci. Donc est-ce que tous les filtres, est-ce que tous les outils qu'on utilise aujourd'hui vont la favoriser ou est-ce que les nouveaux acteurs, je pense à des gens comme on a vu Job à proximité, les start-upers là-haut qui font ce concours aujourd'hui et plein d'autres, ne sont pas des acteurs qui essaient de répondre à votre besoin mais ils sont où nos candidats? Et les candidats qui disent mais où sont nos recruteurs? Et donc entre les deux, il y a des besoins de répondre à certaines innovations qui vont de la prise en compte de la personnalité, qui vont au-delà du critère, je sais pas moi, expérience professionnelle, niveau d'études, langue parlée, etc. Ok, mais vous êtes qui? De quoi on a besoin? Tu adresses ta question à qui, Laurent, juste? À l'ensemble des intervenants. À l'ensemble, d'accord. Alors, qui veut répondre? Allez-y, on terminera là-dessus.
Jean-Paul qui me dit, allez. Vas-y Thomas alors. Non, on a un vrai problème aujourd'hui, très concrètement, c'est qu'on a d'un côté des candidats qui cherchent, qui sont orientés, alors je vais élargir un peu le débat, qui sont orientés, qui ont des désirs d'avenir sur des métiers qui ne sont pas forcément ceux qui recrutent. Il y a de très bonnes études qui ont été faites sur le sujet. Et moi, sur les 350 métiers que je gère avec mon équipe, il y en a à peu près 250 qui sont pénuriques. Donc ça simplifie, hein, je ne parle pas des chefs bouchers, des chefs pâtissiers, des consolideurs, enfin des métiers qu'on adore, des chargés d'expansion, etc., des directeurs de magasins. Il y a un décalage, et puis le candidat, aujourd'hui, il est multiconnecté quelque part. Hein. Il est sur plein de supports en même temps, il est comme un client, c'est-à-dire qu'il est zappeur. Il est peut-être sur Cadre Emploi, mais il est aussi sur 10 autres sites, sur 10 sites qui viennent de sortir, dont on n'a pas entendu encore parler. Voilà. Donc il y a un vrai problème, effectivement, de permettre la mise en relation avant la rencontre présentielle, c'est clair. Ouais, je suis assez d'accord. Et en fait, la problématique, elle est moins aujourd'hui de savoir où trouver le candidat, c'est à quelle rapidité. On sait l'identifier, on va le trouver dans les CVTech, dans ces nouveaux outils. Enfin, il n'y a pas d'exclusivité, il faut faire feu de tout bois quand on fait du recrutement et quand on fait du sourcing. Après, la question, c'est à quelle rapidité je le mets dans mon process et surtout l'emmener au bout du process. C'est-à-dire pas le perdre en route parce qu'il a d'autres opportunités, parce que les candidats pénuriques sont recherchés par plusieurs entreprises, ils ont plein de pistes et ils vont choisir également eux. Et voilà, donc pas d'exclusivité. Enfin voilà, et je pense que chaque site a ses spécificités et à nous d'aller les chercher là où ils sont, quoi. Moi, ce que je disais tout à l'heure, je crois que tous ces outils sont à notre service. Hein, je pense que à une époque, nous les premiers, les cabinets de conseil en recrutement, on disait oh là là, ils vont nous bouffer le marché. Non, pas du tout. Hein, ils sont complémentaires. Ils nous permettent en effet d'accéder à une masse de candidats bien plus importante, dans des délais beaucoup plus rapides. Bien évidemment, il y a des effets un petit peu pervers de ceci. Hein, c'est une masse d'informations à traiter qui est considérable. Mais je trouve qu'aujourd'hui, le problème essentiel, il est dans le décalage entre finalement tous ces outils qui ont été développés et les entreprises qui elles-mêmes, dans leur process de recrutement, me semblent encore relativement lentes. Et on le voit, nous, clairement. Quand j'ai débuté dans ce métier, une mission de chasse, 8 à 10 semaines. Hein, aujourd'hui, c'est 3 semaines, 3-4 semaines. En revanche, le délai chez le client, il ne s'est pas réduit dans les mêmes proportions. Il s'est même un petit peu allongé dans les périodes difficiles, parce qu'il y a de plus en plus d'intervenants qui interviennent dans les process de recrutement. Et je pense qu'il y a certainement un gros travail à faire au niveau de la communauté RH dans les entreprises, pour prendre la pleine mesure de ceci et vraiment se rendre compte que de toute façon la relation entreprise, la relation candidat, ça doit être une relation équilibrée parce que si elle ne l'est pas, ça ne marche jamais. Et le mot de la fin, Stéphanie, le mot de la fin. Quand même pour Pôle emploi, non, et puis il faut qu'il y en ait pour tout le monde, mais nous, Pôle emploi, c'est gratuit. Voilà. Merci à tous les quatre, merci vraiment.